Donc, bonjour tout le monde. On va commencer très bientôt le webinaire sur l'enquête canadienne sur la santé des jeunes trans et non-binaires. Juste avant de débuter, je voudrais reconnaître en fait que nous sommes probablement tous situés sur des territoires non cédés. Personnellement, je suis à Montréal, donc territoire non cédé des Kanien'kehá:ka. Et voilà, donc probablement que les gens se joignent un petit peu partout. Donc, bienvenue à ce webinaire. Nous allons maintenant vous présenter les données de l'enquête canadienne et par la suite, allons prendre les questions. Voilà. Alors. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire de l'enquête canadienne sur la santé des jeunes trans et non-binaires. Je suis Annie-Pauline Sanfasson. J'utilise les pronoms « elle ». Je suis de l'Université de Montréal et co-chercheuse sur le projet. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de H. Paré. Oui, bonjour. Moi, c'est H. Mes pronoms sont YEL et mes accords sont neutres inclusifs. J'ai, dans le fond, participé à la consultation subséquente à cette enquête canadienne et je suis également à l'Université de Montréal en travail social. Merci. Et donc, c'est le projet qui est dirigé par Elizabeth Sawick à l'Université British Columbia. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous parler un petit peu du projet. On va vous faire une introduction, on va parler de la méthodologie, on va vous présenter des données démographiques, on va parler d'accès aux soins de santé, de relations de soutien, de discrimination, de violence, de santé mentale. Et on va conclure avant d'enrouler pour une période de questions. Donc, le projet, la plupart des enquêtes sur la santé des jeunes n'incluent pas encore les jeunes trans et non-binaires. Donc, c'est important de faire des recherches vraiment qui visent spécifiquement cette population-là. Il y a plusieurs raisons pour ça. Première des raisons épidémiologiques, statistiques, c'est une petite population. Donc, une petite population trans versus un échantillonnage aléatoire de petite taille, c'est pas assez significatif pour les analyser séparément. Le contenu est encore limité. Hein. Les enquêtes, généralement, ne permettent pas de poser des questions spécifiques aux personnes trans. Puis, l'environnement entourant l'enquête, à quel point est-il sécuritaire d'y répondre? Donc, tout ça fait en sorte qu'on voulait vraiment faire une enquête qui visait à comprendre la santé des jeunes trans et non-binaires. Donc, il s'agit d'une enquête en ligne chez les jeunes de 14 à 25 ans. Les jeunes pouvaient répondre en français ou en anglais. L'enquête avait 147 questions et a été en ligne de novembre 2018 à mai 2019. C'est une répétition, en fait, du sondage 2013-2014 de l'enquête sur la santé des jeunes trans et non-binaires. Et donc, nous avons utilisé la même méthodologie et il y a plusieurs questions d'identité de genre avec 3 questions de suivi. Ce projet a été réalisé avec plusieurs membres de l'équipe de recherche et d'autres participants. Nous avons des chercheurs et chercheuses de 8 universités canadiennes et d'une personne en Nouvelle-Zélande. Nous avons des chercheurs francophones et anglophones, des personnes trans et des personnes cis. Nous avons embauché des assistants de recherche au bac, à la maîtrise, au doctorat. Nous avons plusieurs co-chercheurs et co-chercheuses de plusieurs organismes communautaires et nous avons aussi mené des consultations avec des jeunes en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec, dont H a participé, ainsi que dans les provinces de l'Atlantique et les régions rurales de façon en ligne. Nous allons maintenant vous présenter quelques données démographiques. Juste avant de passer la parole à H, voici qui a participé à notre projet. Donc, nous avons eu un total de 1519 jeunes personnes qui ont participé et voyez ici qui sont de plusieurs provinces et territoires du Canada. La majorité, le plus grand nombre en fait, est en Colombie-Britannique et nous avons certaines personnes aussi au Québec, en Ontario et dans les autres provinces. Au niveau des données démographiques, on parle encore au niveau de la langue là, les principales personnes qui ont répondu l'ont fait en anglais ou parlent anglais et 10% des gens l'ont répondu en français. 12% des personnes s'identifiaient autochtones lorsqu'elles ont répondu au sondage, à l'enquête. L'âge moyen étant de près de 20 ans.
19,9 pour être exact. Et la plupart des gens étaient nés au Canada. Donc, on avait 91% de gens qui étaient nés au Canada et le reste avait indiqué non. Au niveau de l'identité de genre, on a posé ces questions-là et on a posé la question au niveau de l'identité de genre et donc les critères étaient d'être une personne trans, etc. Fait qu'il y avait il y avait des personnes qui se sont dit je suis trans et je m'identifie comme garçon ou homme et ça représentait 44%. Je suis trans et je m'identifie comme une fille ou une femme, c'est 12%. Alors que les personnes qui s'identifiaient autrement de la binarité représentaient 37%, et des personnes qui ne se disaient pas, qui ne s'identifiaient pas comme personnes trans représentaient 7%. Au niveau, là, au niveau, là, si on va aller plus précisément dans les questions d'identité de genre, là, on peut voir vraiment que la majorité des personnes qui ont été sondées s'identifiaient comme garçons ou hommes. Et des personnes non binaires. Les gens qui ont répondu à ces identifiants-là pouvaient cocher plus d'un identifiant. Donc, à ce moment-là, les gens, c'est pour ça qu'on n'a pas un total de 100%, mais donc, les personnes utilisent, on peut voir vraiment que les personnes utilisent plusieurs étiquettes. Donc, ici. Donc, les gens, en fait, on a quelques témoignages. Donc, ici, on a une jeune de 20 ans du Nouveau-Brunswick qui dit, même si je m'identifie fortement en tant comme trans, il y a toujours une partie de moi qui penche un peu moins du côté homme et c'est compliqué. Donc, ça montre vraiment la complexité des identités qui ne sont pas nécessairement dans un bloc monolithique. Quand je parle des personnes cis, dit une jeune de 24 ans de la Colombie-Britannique, je décris mon genre comme pas un homme, pas une femme, mais comme une troisième option, sans limite. Donc, on montre vraiment là, que le genre, c'est pas quelque chose de binaire, puis que, justement, comme on voyait dans le dernier graphique, les identités sont parfois même multiples. Donc, on avait aussi posé la question aux gens si elles vivaient dans leur genre ressenti et si elles avaient fait un changement non légal. Donc, 50% des répondants-répondantes ont dit que oui, tout le temps. Donc, ces gens-là vivaient dans leur genre ressenti. Et oui, partiellement, 36%, ainsi que 14% ne vivaient pas dans leur genre ressenti. On a aussi là, 70% de personnes qui ont répondu oui à « Avez-vous changé votre nom pour refléter votre identité de genre actuelle? » Donc, ça montre qu'il y a vraiment une large proportion de personnes trans qui ont changé leur nom là, dans cette enquête-là. Et 78% des gens qui ont été interviewés disaient vouloir changer de nom. Donc, on a aussi demandé aux personnes si elles avaient en fait le bon genre sur leur document d'identité, comme par exemple le passeport, etc., les dossiers médicaux, cartes étudiantes. Donc, on peut voir vraiment qu'il y a vraiment une faible proportion des personnes qui ont leur bon genre sur leur carte d'identité. Et puis, on peut regarder en fait que la donnée la plus haute étant celle du certificat de naissance. Donc, il y a des gens qui... Le plus haut taux étant celle-là, ces personnes-là qui ont un certificat de naissance avec 24%. Et le taux le plus bas étant les personnes avec un passeport étranger là, qui représente 2% des personnes qui ont un document d'identité de genre qui correspond avec leur genre ressenti. On a aussi demandé aux gens pourquoi les documents indiquaient en fait le mauvais genre sur leurs documents. Et puis, 58% des gens ont dit « Je planifie le faire, mais je n'ai pas encore entamé le changement de la mention de genre. » Donc, on peut voir en fait aussi là, qu'il y a au niveau administratif, ça peut être compliqué, puis c'est un long processus. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être autant d'hésitation en fait. Donc, 39% des gens ont dit « Je suis préoccupé que le changement de genre pourrait me mettre à risque de violence ou de discrimination. » Donc, il y a vraiment aussi la peur qui joue là-dedans, la peur de se voir discriminé.
37% des gens ont dit les options de genre qui sont disponibles ne correspondent pas à mon genre. Donc, il y a certaines législations qui n'ont pas encore d'autres options. 38% disent je ne peux pas le permettre financièrement parce que souvent, il y a des coûts qui sont reliés. Et 33% des gens disent je ne sais pas comment effectuer ce changement. Donc, ça vient renforcer là, par rapport aux 58% des gens qui planifient faire, mais donc, il peut y avoir un lien avec ça, là, de la complexité. Merci Ash pour ces données démographiques. Je vais vous présenter un petit peu les accès aux soins de santé, donc les données qu'on a ramassées sur ce sujet-là. Donc, qui accède, où est-ce que les jeunes accèdent aux soins? On a 34% des jeunes qui vont dans des cliniques sans rendez-vous et 78% qui nous ont dit qu'ils allaient plutôt voir un infirmier, infirmière, praticien, praticienne ou un médecin, médecine de famille. On leur a demandé si ces personnes-là connaissaient le genre, le statut de leur genre. Et donc, on voit que 64% des gens, oui, la personne, le professionnel ou la professionnelle qui rencontre connaît le statut de genre, mais que 29%, c'est pas connu et 7%, c'est incertain. On voulait aussi savoir comment les jeunes se sentent au niveau du confort avec le fournisseur ou la fournisseuse de soins de santé. Donc, on voit ici que la majorité sont inconfortables. Donc, 43% au niveau de la clinique sans rendez-vous se sentent inconfortables et 31% se sentent inconfortables au niveau de leur fournisseur de soins primaires. Et on voit que c'est seulement 3% des jeunes répondantes qui ont dit être confortables à la clinique, très confortables à la clinique sans rendez-vous. Donc, on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire ici au niveau de l'accès aux soins et pour rendre les jeunes plus confortables à accéder. Au niveau des soins de la santé mentale, on leur a demandé s'il y avait manqué de soins par rapport à la santé mentale au cours des 12 derniers mois et on voit que 70% des jeunes nous ont dit que oui. Les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été capables ou ont eu des retards à l'accès, c'est qu'ils pensaient ou espéraient que le problème partirait avec le temps. Il y avait peur, il y a une petite faute de frappe ici, il y avait peur que le docteur ou la doctoresse pourrait leur dire ou faire ou avaient eu des expériences négatives dans le passé. Donc, on voit qu'il y a encore un problème important au niveau de l'accès aux soins de santé mentale. En ce qui concerne les hormones, il y a 44% des jeunes qui nous ont dit qu'ils en utilisaient. Et en fait, pourquoi certaines n'en prennent pas, donc les raisons de la non-prise d'hormones, c'est que en majorité, la plupart sont en réflexion à savoir si c'est bénéfique pour elle, il ou elle. 23% en 2014 ici, voilà. Donc, on voit en fait que c'est la même chose de 2014 à 2019, que les gens sont encore en réflexion. On voit qu'en 2019, c'est d'autres raisons comparativement en 2014. Et on voit aussi qu'il y a un petit peu moins de personnes qui mentionnent avoir de la difficulté ou être incapable à trouver une personne pour prescrire ces hormones-là. Donc, c'est une amélioration au niveau des soins, de l'accès aux soins de santé ici. Les raisons pour la non-prise d'hormones, donc 10% sont incapables de trouver un professionnel, 36% sont en réflexion, on le voit ici là, pour 2019, ne planifient pas prendre des hormones 20% et autres raisons 34%. Et ici, on a une citation d'un jeune de 20 ans de l'Ontario qui mentionne « Ma mère ne me soutient pas totalement, alors j'irai chercher des hormones lorsque je quitterai la maison, même si je sais que je vais avoir de la difficulté à trouver un docteur, une doctoresse qui voudra m'en prescrire. » Donc, on voit ici que le soutien parental est important pour l'accès de ces jeunes à des soins d'affirmation de genre. Ici, on a deux autres citations. On a un jeune de 17 ans de la Saskatchewan qui mentionne « Je devrais voyager hors de ma ville pour faire prescrire et mes parents ne veulent pas que je prenne des hormones. » Donc, ici, on a deux barrières à l'accès. On sait que souvent, les soins d'affirmation de genre, c'est certainement le cas dans la province de Québec, qui sont offerts majoritairement, en fait, en zone urbaine à Montréal, pour ne pas le nommer. Et on voit aussi ici un jeune de 22 ans de l'Alberta qui dit que j'attends de voir un docteur, une doctoresse car j'ai trop peur pour faire la demande à une soignante que je ne connais pas.
qui voudra commencer ce processus. Alors, j'ai cherché une personne avec un bon historique avec les personnes trans et malheureusement, ben, il y a un grand long temps d'attente. Donc, c'est encore très, très difficile. Et ici, on voit que parmi les 311 personnes, 23 ont terminé les étapes de préparation pour une chirurgie. Donc, pas tout le monde, c'est important de mentionner que pas tout le monde vont vouloir aller vers une chirurgie, mais pour ces personnes-là qui le voulaient et qui avaient terminé les étapes, on a 41 des gens. Donc, la majorité nous disent finalement que c'est difficile d'avoir complété toutes ces étapes-là et seulement 13 nous mentionnent que ça a été facile. Ici, nous avons une carte qui montre en fait le lieu des évaluations pour les personnes ayant terminé leur étape de préparation pour une chirurgie. Donc ici, on a un nombre de 311 personnes. Donc c'est 23 de notre échantillon qui ont terminé leur étape de préparation pour une chirurgie. Et on peut voir que c'est en Colombie-Britannique où il y a eu le plus d'étapes de compléter, suivi de l'Ontario et du Québec. Les délais pour l'approbation de chirurgie, pour savoir en fait si, pour avoir une réponse. Donc, parmi ceux qui ont complété leur évaluation, il y a 27 des personnes qui rapportent, qui ont été informées tout de suite après là, le rendez-vous, que ce soit accepté ou pas, approuvé ou pas. Par contre, on voit qu'il y a des gens qui attendent, il y a encore 14 qui ont attendu plus de 6 mois et il y a 19 des gens qui sont toujours en attente. Ensuite de ça, parmi ceux qui ont complété leur évaluation, il y a 95 des gens qui ont dit avoir eu accès à une opération de la poitrine, suivi de 68 électrolyse ou épilation au laser et 30 pour la vaginoplastie. Et ici, on a le type de chirurgie affirmative qui sont voulues par ces personnes-là. Donc, encore une fois, il y a une grande variété. Là. Les parcours d'affirmation de genre sont différents d'une personne à l'autre, mais on voit que l'hystérectomie, c'est la chirurgie qui est parmi lesquels le plus grand nombre de jeunes la veulent, suivi de l'opération de la poitrine, et électrolyse, épilation laser, vaginoplastie, voilà. Donc, peut-être juste pour conclure cette partie-là, on pourrait parler des implications. C'est certain qu'on voit qu'il y a encore des barrières à l'accès aux services, donc il faut absolument augmenter l'éducation. Il faut plus d'éducation pour les fournisseurs de soins. Il faut aussi que les jeunes se sentent soutenus, plus soutenus face aux barrières dans l'accès aux soins d'affirmation de genre et il faut évidemment augmenter l'accès aux chirurgies d'affirmation de genre pour les personnes qui le désirent. Je vais passer la parole à Ash qui va parler des relations de soutien. Oui, donc au niveau des relations de soutien, on peut voir que dans les systèmes de soutien, il y a vraiment trois principaux groupes auxquels les répondants répondantes ont dit que ces personnes-là ont été les plus aidantes et avaient demandé de l'aide. Donc, 88 des personnes ont répondu que leurs amis ont eu une demande d'aide de leur part et qu'elles ont été aidants, suivi de 77 par des professionnels en santé mentale, ainsi que 76 des personnes conseillères pour les jeunes. Là. Donc, au niveau, après ça, là, encore du système de soutien, les personnes qui ont été le moins utiles dans leur demande d'aide, on parle de 49 malheureusement des lignes de soutien téléphonique, donc il y a une amélioration à faire là-dedans. 35 des membres de la famille qui n'ont pas été aidants, donc on voit qu'il y a encore besoin de travail au niveau du soutien parental. Et 33 avaient demandé à une amie d'un parent et malheureusement, cette aide-là n'avait pas été utile aussi. Donc, au niveau des personnes qui ont, et des situations qui ont été, qui permettent le soutien disponible la plupart du temps, on avait posé ces questions-là à nos jeunes. Donc, pour savoir là, comment ils trouvent du soutien. Fait qu'on avait à ce moment-là
le plus gros pourcentage représente 31%. Et donc, les personnes ont répondu qu'elles avaient à 31% quelqu'une à se confier ou à parler de vous-même ou de vos problèmes. Suivi là, encore là, des deux plus grandes. On a par exemple quelqu'une avec qui faire des choses pour vous aider à penser à autre chose. Et ensuite, on a quelqu'une avec qui se retrouver pour se détendre. Donc, on voit qu'il y a différentes stratégies adoptées par les personnes de l'enquête pour avoir le plus de soutien possible, mais on voit que ces données-là sont quand même basses là, au niveau, par exemple, des personnes à qui se confier. Au niveau des relations parentales, on a demandé avec qui ces personnes-là se sentaient le plus près et avec qui, dans leurs parents, se sentaient qu'elles étaient la plus chaleureuse et aimante envers elles. Donc, 27% des gens ont dit qu'elles se sentaient plus près de la mère que du père. Et donc, ce pourcentage descend à 13% des gens qui se sentaient plus près de leur père. Au niveau de l'accueil et au niveau de la mère qui aime et qui est chaleureuse, ben, ça monte à 34%. Donc, on voit qu'il y a peut-être un décalage entre le fait de se sentir plus près et de l'aspect chaleureux et aimant. Et 20% pour le père. Au niveau, on a demandé aussi à quel point les parents se soucient-ils de leurs enfants, en fait. Puis là, à ce moment-là, on montre vraiment que on approche beaucoup plus près du 5 avec la mère en moyenne. Donc, 1 étant pas du tout, donc pas de soutien, pas de sollicitude. Et plus qu'on se rapproche de 5, plus qu'on monte à beaucoup de sollicitude. Et donc, le père est à 3,6 et la mère est à 4,1 parmi nos répondants-répondantes. Au niveau de la satisfaction dans les relations parentales, donc, on avait demandé si les gens étaient satisfaits de ces relations-là avec la mère et le père. Et on remarque qu'il y a 23% des gens qui étaient fortement en accord avec la satisfaction avec leur mère. Excusez. 17% étaient fortement en désaccord. Au niveau du père, on a 14% fortement d'accord et 22% fortement en désaccord. Au niveau des pronoms, on a demandé aux jeunes si elles avaient demandé à des gens de les appeler par un nom, des pronoms différents. Puis, donc, on regarde le pourcentage en ce moment des gens cibles qui ont justement fait l'objet de ces demandes-là. Donc, 92% des gens ont dit qu'elles avaient dit à leurs amis trans de les appeler par un nom ou un pronom différent. Pour ce qui est des amis non trans, donc 86%, 85% pour les parents, les adultes, frères, sœurs, adultes étant le neutre pour frères et sœurs, donc 71%, et les colocataires représentent 71%. Pour ce qui est d'une autre question, donc les jeunes qui planifient demander à ces gens de les appeler par un nom différent ou des pronoms différents. On a le top 5 qui est la famille étendue, 19%, et au niveau là, du plus bas, on a malheureusement ma communauté culturelle qui représentait 14% à égalité avec Adèle. Au niveau du modèle positif, donc du role model, donc on a demandé à des personnes trans si elles avaient des personnes trans non-binaires à qui elles voulaient ressembler. 64% des gens ont répondu oui. Et puis au niveau des personnes trans qui les inspirent, donc, 77% ont répondu oui, qu'elles avaient une personne qui les inspirait de la communauté trans non-binaire.
Donc, au niveau discrimination et violence maintenant. Oui, alors je vais parler un petit peu de discrimination et violence. Donc ici, on voit les lieux qui sont évités par les jeunes qui ont répondu au sondage. Donc on voit qu'en majorité, les toilettes publiques demeurent un problème, suivi des gyms et des piscines. Donc on voit ici que c'est souvent des vestiaires à 55%. Donc on voit que c'est très largement des milieux qui sont genrés. Même chose pour les toilettes à l'école. Et 51% des jeunes ont dit que les lieux qu'ils évitaient, c'était des centres commerciaux ou des boutiques de vêtements. Quand on regarde au niveau des violences conjugales et amoureuses, 73% des répondants nous ont dit ne pas en avoir vécu et 27% ont dit en avoir vécu. La discrimination dans les années précédentes, on leur a demandé s'ils avaient vécu des discriminations et sur quelle base. Donc, on voit que 32% ont vécu des discriminations par rapport à leur âge, 43% ont vécu des discriminations par rapport à leur orientation sexuelle, 38% ont dit vivre des discriminations par rapport à leur apparence physique et 39% par rapport à leur sexe. On leur a aussi demandé une question par rapport à l'intimidation dans l'année précédente, à savoir si elles en avaient vécu. Donc, on voit que 37% des jeunes nous ont dit en avoir vécu de 1 à 5 fois, 30% en ont vécu 6 fois et plus, 9% des répondants nous ont dit en vivre à chaque jour et seulement 24% en ont jamais vécu au cours de l'année précédente. En ce qui a trait à l'harcèlement sexuel, on voit que 66% des jeunes répondants et répondantes ont dit ne jamais en avoir vécu, mais que 23%, donc 34% en ont vécu entre 1 et plus fois, ce qui est quand même un pourcentage élevé. 28% ont mentionné avoir vécu des agressions sexuelles. Cette charte examine la relation entre les agressions sexuelles et le fait d'avoir fait une fugue en 2019. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que les jeunes qui ont rapporté ne jamais avoir fugué étaient moins susceptibles d'avoir vécu des agressions sexuelles, tandis que les jeunes qui avaient fait une fugue étaient plus susceptibles d'avoir vécu une agression sexuelle. On leur a aussi posé des questions par rapport à la cybersécurité. Donc, à quelle fréquence des personnes vous ont fait sentir mal à l'aise sur Internet? Et on voit que 61% disent jamais, mais que 28% mentionnent que c'est 1 à 5 fois et 9% 6 fois et plus. On voit que aussi, malheureusement, 1% des participantes mentionnent chaque jour. On leur a posé des questions par rapport à l'abus verbal basé sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. Donc, on voulait savoir c'est quoi le nombre de fois dans l'année dernière où quelqu'un avait dit quelque chose de négatif sur leur orientation sexuelle ou sur leur identité de genre. Et on voit que 79% ont mentionné que c'est arrivé. Et on voit ici une citation d'une jeune personne qui a répondu « Je ne veux pas dire que j'ai vécu de la discrimination basée sur mon sexe quand les gens me perçoivent pas comme étant assignée fille à la naissance. Alors, je suis incertaine de comment répondre à la question, mais je vis régulièrement la discrimination en lien avec mon expression de genre et mon identité culturelle. » Et finalement, juste quelques mots sur la santé mentale. Nous avons demandé aux jeunes par rapport aux idéations suicidaires. Donc, on voit que ici, 64% des jeunes, durant les 12 derniers mois, ont eu des idéations suicidaires et que 21% des jeunes ont fait une tentative de suicide. Donc, c'est encore très, très élevé chez nos jeunes participants. Donc, on va maintenant passer à la période de questions en direct. Juste avant, j'aimerais vous présenter juste une petite diapo qui montre tous les membres de l'équipe de recherche ici et finalement remercier les instituts de recherche en santé du Canada pour le financement de ce projet de recherche. Merci. Alors, les gens, les participants, participantes, si vous avez des questions, vous pouvez les taper dans la boîte de chat et nous, on va les voir et on pourra répondre selon. Je ne sais pas s'il y a des commentaires, des questions, des réflexions sur les données que nous venons de partager avec vous.
peut-être, Ash, est-ce que tu veux live partager des réflexions que tu as sur les données qu'on a obtenues dans Oui, totalement. Ouais? Oui, donc on voit vraiment là, dans les données qu'on a eues que euh, par exemple, pour les toilettes, c'est vraiment, là, ça fait partie des deux endroits, donc les toilettes et les salles pour se changer, donc les vestiaires, sont les deux endroits où est-ce que les gens se sentaient le moins sécures, par exemple, dans l'école, à l'école. Puis ça, cette donnée-là, elle est constante à travers même l'ensemble des provinces. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est pan-canadien, le province et territoire, là. Donc, on avait aussi une large proportion des jeunes trans dans l'enquête qui ont dit vivre là, beaucoup de violence à l'école. Puis, quand, par exemple, les jeunes trans se sentaient plus sécures à l'école et vraiment connectés par rapport à leur école, donc dans qui est-ce qu'elles sont, euh, comme n'importe quel jeune, et elles faisaient mieux. Donc, leur santé mentale, leur sentiment de sécurité était beaucoup mieux, était beaucoup plus élevé, donc comparable aux autres jeunes à ce moment-là. Donc, ça, on avait une question de Geneviève. Alors, Geneviève demande, est-ce que les données sont uniquement par province ou si les données sont aussi spécifiques aux régions de chaque province? Donc, les données que nous avons présentées aujourd'hui, ce sont les données nationales, donc c'est pour l'ensemble du Canada. Par contre, nous avons suffisamment de données par certaines provinces pour être capable de faire des analyses. Et ça va venir dans les prochains mois. Donc, il y a des co-chercheurs qui travaillent présentement à analyser des données, par exemple, spécifiques à leur province. Je sais qu'ici au Québec, avec certains co-chercheurs, on va regarder certaines questions là, juste pour les données du Québec. On va pouvoir produire des données aussi en français. Donc, ça s'en vient, mais ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est vraiment des données là, de l'enquête nationale. Donc, ça couvre tout le Canada. Annie, si tu permets, je pourrais répondre à la question suivante. Donc, on dit bonjour, merci pour la présentation. Je travaille dans le domaine de la violence sexuelle en milieu d'enseignement supérieur et une des réponses institutionnelles fréquentes est d'augmenter le nombre agentes de sécurité sur les campus. Avez-vous l'impression que cela aide réellement les jeunes trans et non-binaires à se sentir plus en sécurité de manière générale? Donc, je peux répondre par exemple pour ce qui est du sentiment de sécurité. Donc, une des recommandations qui est faite à partir de cette enquête-là, ça a été notamment là, pas nécessairement juste par rapport à ça, Annie, tu pourras compléter au besoin, mais les écoles ont besoin d'avoir des espaces où est-ce que les jeunes se sentent en sécurité, où est-ce qu'ils sentent un sentiment d'appartenance. Ça, c'est extrêmement important, puis c'est vraiment quelque chose on a relevé notamment parce qu'il n'y a pas de safe space. Il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas de safe space ou qui ne permettent pas aux jeunes de s'épanouir dans leur genre ressenti. Et ça a vraiment un impact sur leur sentiment de sécurité à ce niveau-là. Je ne sais pas si Annie, tu voulais compléter. Non, mais je pense que tu as très bien répondu. En fait, c'est vraiment d'augmenter le nombre d'espaces sécuritaires, je pense. En ayant ça, je pense que ça a un effet de ricochet. Là. Et là, on n'est pas vraiment juste dans la donnée là, du projet national, mais plus dans la projection de ce qui pourrait se passer. Mais en augmentant ces espaces sécuritaires-là, c'est vraiment, je pense que c'est probablement une des clés. Il faut dire aussi que c'est notamment comme au niveau des violences sexuelles, puis le lien entre le nombre d'agents de sécurité sur les campus, je pense que même si moi, personnellement, s'il y a plus d'agents de sécurité sur le campus, les gens, quand ils ont un endroit où se sentir en sécurité, mais c'est là que peut-être que ça va permettre à ces gens-là de faire des dénonciations puis qu'ils vont avoir plus de support. Fait que ça je pense que c'est vraiment comme une donnée puis une recommandation qui est très importante. Oui. Mais on note que c'est quand même beaucoup le nombre d'agressions sexuelles que ces jeunes-là vivent. Là, et ça a augmenté aussi en comparaison avec la 2014. Donc, il y a eu plus d'agressions sexuelles dénoncées cette fois-ci qu'il y en avait en 2014.
On avait Steph, sinon, qui avait une question dans Je le Q&A. Ah, je la vois pas. Tu ne vois pas la question? Est-ce que tu veux que je la lise? Oui. Donc, est-ce que vous avez des données par rapport aux problématiques de santé mentale ou de pensée suicidaire en lien avec le niveau d'accès aux services et traitements en accord avec leur identité de genre? Si oui, est-ce qu'il est possible de voir des améliorations de la condition des personnes en ayant accès à ceci? À ceci. Donc, par rapport à Ah, l'amélioration, ok, je le. Non, non, je le vois pas. Je vois pas la. donc, par rapport à accès, par exemple, à des intervenants, intervenantes en santé mentale ou des services, là, et des traitements en accord avec leur identité de genre. Ben, c'est certain que les données nous montrent clairement que les jeunes qui sont bien soutenus, que ce soit par leurs parents, que ce soit par leurs écoles, par des milieux inclusifs, sont en meilleure santé mentale. Donc, d'avoir accès à des professionnels de santé qui sont bien formés pourrait probablement aussi augmenter ça. Je pense que de façon générale, les évidences de recherche vont dans le sens d'augmenter le soutien, d'augmenter l'éducation par rapport aux enjeux trans, afin en fait d'augmenter les espaces d'affirmation de ces jeunes-là. Donc, que ce soit dans un endroit ou dans un autre, je pense que la combinaison des espaces d'affirmation fait en sorte que les jeunes sont en meilleure santé mentale. Les jeunes qui ne sont pas bien soutenus, on voit qu'ils ont un moins bon niveau de santé mentale. Je ne sais pas si ça répond à la question. Sinon, je peux rajouter au niveau, on voyait vraiment que on voit vraiment que les niveaux, si on peut faire des liens entre certaines statistiques qu'il y a dans l'étude, on voit vraiment qu'il y avait un énorme taux de personnes trans non-binaires qui avaient répondu, donc à 70% dans l'étude, qu'elles avaient manqué de soins en santé mentale lorsqu'elles en avaient besoin. Donc, on peut penser en effet que si elles avaient eu accès à des soins de santé mentale, ça peut réduire leur anxiété, leur stress. On sait que dans la littérature générale, que les suivis psychologiques, les suivis individuels font souvent aident beaucoup la personne, autant presque même des fois qu'un antidépresseur. Là. Donc, on peut vraiment penser que j'ai l'impression que oui, que ça leur est vraiment une aide là, d'avoir des services, surtout plus inclusifs aussi, des services inclusifs, des services qui connaissent les enjeux aussi. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Ah, Ensuite, oui. les agressions et les discriminations se vivent majoritairement en milieu scolaire. Pour l'instant, je n'ai pas cette réponse. Il faudrait faire plus d'analyse. C'est pas quelque chose qui est disponible actuellement. Pour répondre spécifiquement à cette question-là, je pense que la question était plus par rapport à est-ce que vous avez vécu des discriminations, des agressions sexuelles? Donc, et on sait sur quelle base les discriminations sont vécues, mais je ne pourrais pas vous dire dans quel milieu exactement. Mais c'est une question pertinente qu'on pourrait garder, en fait, pour remettre à l'équipe de recherche pour voir si on ne pourrait pas essayer de trouver une réponse dans les données, certainement. Est-ce qu'on avait autre question? Sinon, je peux enchaîner, Annie, au niveau là, du thème du consentement parental. Là, si jamais les gens veulent, en attendant, taper leurs questions, moi, je peux aborder le terme là, de à quel point il y a beaucoup des gens dans les anciens questions et réponses qui avaient demandé à quel point c'est significatif le consentement des parents dans les soins et le soutien de leur affirmation de genre. Puis, les données montrent clairement que quand les jeunes ont un soutien à la maison, puis ça, là, ça a vraiment des impacts sur la santé qui sont vraiment positifs. Par exemple,
les jeunes qui se sentaient beaucoup plus en connexion avec leur famille et qui avaient une forte entente ensemble, qui s'entendent très bien, étaient moins susceptibles de rapporter des situations de détresse émotionnelle sévère ou des idéations suicidaires là, à ce moment-là. Fait que ça, c'était une des données qu'on avait sur le consentement parental, notamment ces soutiens des soins d'affirmation de genre. Puis au niveau des recommandations, on disait aussi que c'est vraiment un besoin d'éliminer le plus possible là, les disparités entre les provinces. Puis surtout, là, comme Annie, tu l'avais dit, d'entraîner, de faire des formations pour les professionnels des soins de santé pour rendre les services plus accessibles avec des toilettes qui sont sécuritaires, des espaces publics sécuritaires, une éducation sexuelle inclusive. Ça, c'est vraiment ça fait partie des recommandations. Puis où est-ce que tous les jeunes peuvent se sentir inclus dans le curriculum du cours, en fait, et pas seulement voir un peu là, la base qu'on nous a beaucoup enseignée dans les 10 dernières années. Donc, il y a vraiment des disparités qu'il faut essayer d'atténuer, d'éliminer. Oui. Peut-être que je dirais, pour terminer, parce qu'il ne semble plus avoir de questions, je vais juste entrer un lien, en fait, que je viens d'envoyer à tout le monde. Donc, c'est aller voir sur https://www.saravic.udc.ca/CTYHS 2019. Et vous allez trouver plein de ressources, incluant le rapport disponible en français et en anglais. Donc, les données qu'on a présentées aujourd'hui sont tous disponibles à l'intérieur de ce rapport-là. Mais il y a aussi de magnifiques capsules vidéo qui ont été faites, les deux en français et en anglais. Donc, vous pouvez aller les voir, vous pouvez les partager sur les réseaux sociaux. Ce sont des capsules vidéo qui expliquent certaines données qui sont importantes au rapport et qui peuvent aider justement à démystifier l'expérience des jeunes trans et non-binaires au Canada. Donc, on vous invite vraiment à aller voir ça et consulter ce beau matériel-là qui a été fait par l'équipe de Saravic, mais aussi en consultation avec plusieurs groupes à travers toutes les provinces, presque. Donc, voilà. S'il y a plus d'autres questions, on va mettre fin à ce webinaire. On vous remercie énormément de votre participation. Et voilà, au plaisir de vous recroiser en ligne ou peut-être en vrai dans les prochains mois si on peut sortir des zones rouges. Merci beaucoup. Merci, au revoir.